La souveraineté alimentaire en question. Un podcast de la revue Grain de Sel qui décrypte les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel chemin? Quelle voie? Du Sénégal au Burundi, nos 13 épisodes racontent des luttes, des stratégies, des choix concrets pour nourrir autrement les territoires. Une série produite par Interréseau Développement Rural, réalisée en partenariat avec Inades Formation. Saviez-vous qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre nourriture est produit avec très peu de variétés de cultures? 9 espèces végétales seulement assurent 2/3 de la production agricole mondiale. Le riz, le blé et le maïs sont en tête, alors que des milliers d'autres plantes comestibles existent. Ces 3 céréales dominent l'apport énergétique et humain à l'échelle mondiale, ce qui crée une forte dépendance aux monocultures. Cette concentration pose de vraies questions sur la résilience, la diversité alimentaire et l'avenir de notre souveraineté alimentaire en Afrique. Face à cette uniformisation de l'alimentation, Inades Formation a lancé un programme ambitieux de promotion des vivres de souveraineté. Une façon de redonner leur place aux cultures locales pour des systèmes alimentaires qui favorisent une meilleure biodiversité agricole. Comment valoriser sur le continent des espèces endogènes, nutritives et résilientes face au changement climatique? Pour répondre à la question centrale de ce 8e épisode, nous recevons Alphonse Kouamé, le directeur de programme à Inades Formation, réseau panafricain d'organisations œuvrant dans 10 pays, du Sénégal au Burundi, pour la promotion du développement rural équitable et durable. Avec nous, il va décrypter le potentiel de ces vivres enracinés dans les territoires. Nous écouterons aussi Audace Ndikumana, formateur et directeur des programmes d'Inades Formation au Burundi. Il nous présentera une expérience très concrète, la sélection de variétés de haricots plus résistantes à la variabilité climatique. Car comme son voisin rwandais, le Burundi est particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique. Bienvenue dans Grain de Sel, le podcast où l'on donne de la voix aux acteurs de la souveraineté alimentaire. Au micro de cet épisode, Caroline Dublé, journaliste chargée de mission à Interréseau. Et Richard Havyarimana, chargé de plaidoyer à Inades Formation Burundi. Alphonse Kouamé, expliquez-nous ce que vous appelez vivre de souveraineté. Ce sont des produits alimentaires qu'on appelle du terroir. Ça peut être d'origine animale, végétale, et qui sont des productions historiquement ancrées, disons, dans les pratiques agricoles locales, qui sont ancrées dans les habitudes alimentaires, culturelles même, pour la plupart en tout cas. Donc, ce sont des productions réputées pour leur résilience climatique. Ce sont des produits aussi, en fait, pour lesquels les communautés ont développé un savoir et un savoir-faire en matière de production et de diversification des usages. Alors, par exemple, il s'agit de quelle culture? Il y a le fonio, le haricot, le niébé, tout ce qui est le mil, le sorgho, voilà, ce qu'on voit un peu, les ignames, le taro, ce qu'on appelle aussi le riz local, parce qu'il y a des variétés de riz local, et puis il y a aussi certaines variétés traditionnelles aussi de maïs, hein. Ça, vous savez ça aussi, de maïs. Il y a des maïs, cette variété de maïs et de manioc. Aussi le poulet local, est-ce que le poulet local, les pintades et autres. Voilà. Donc c'est vraiment des produits vraiment du terroir. Hein. Comme dit en d'autres termes, peut-être que des variétés qui sont vraiment cultivées dans les communautés, dans les communautés, en dehors de tout ce qui est issu de la recherche, voilà, ou bien des importations. Ce sont des vivres qui sont spécifiques, pas seulement à chaque pays, mais vraiment à chaque région par pays. Si Inades Formation décide de créer ces programmes, c'est que ces vivres sont menacés de disparition. Ce sont des produits totalement délaissés. Et donc, certaines communautés les conservent par rapport à leurs valeurs culturelles et par rapport à leur contexte spécifique. Mais il n'y a aucun programme de développement, en fait, pour développer ces produits-là. Et nous, quand on regarde tout ça, Inades se dit, il y a un enjeu, c'est que on assiste aujourd'hui, par exemple, à une uniformisation des habitudes alimentaires. Il y a ce qu'on appelle une uniformisation. C'est-à-dire qu'on amène tout le monde à manger la même chose. Du coup, nous, on pense qu'il y a perte de diversité. Au-delà de la biodiversité qui reste globale,
il y a perte de biodiversité agricole. Au niveau même de l'agriculture, la biodiversité agricole est en perte de vitesse, et aussi la diversité des habitudes alimentaires est également en perte de vitesse. En quoi ces vivres de souveraineté sont aussi des vivres adaptés à leur environnement et aux besoins nutritionnels des populations? Ces produits-là ont des valeurs, que ce soit sur le plan nutritionnel, que sur le plan thérapeutique. Donc, sur le plan nutritionnel, c'est important. Et en termes également de leur capacité de résilience, nous connaissons tous aujourd'hui les effets du changement climatique. Vous voyez? Et donc, ce sont des variétés qui permettent de résister. Cela permet d'arriver aussi à la souveraineté alimentaire, que les populations puissent produire elles-mêmes ce dont elles ont besoin. Il y a des environnements où c'est très, très difficile de pouvoir faire émerger les variétés, conventionnelles, modernes. Hein. Là, voilà, c'est très, très... Même là, je viens comme vous le savez, je viens d'arriver du Tchad, mais j'étais sur le terrain, dans des contextes beaucoup plus... un peu dans le désert. C'est des conditions climatiques extrêmes. Donc, ouais, c'est sur les variétés de ce genre-là qui tiennent. Ouais, donc ça, c'est quand même un élément important. Je me tourne vers vous, Audace. Vous dirigez un projet recherché au Burundi pour identifier les variétés de haricots résilientes au changement climatique. Pourquoi le haricot? Quel rôle joue-t-il dans le système alimentaire du Burundi? Le haricot, d'abord, il est cultivé sur toutes les saisons, les grandes saisons culturelles au Burundi, mais aussi sur la petite saison, on dirait la saison C, où on cultive dans les marais. Donc, vraiment, il est cultivé sur toutes les saisons et à toute altitude, de 774 à 2200 mètres. Et puis, il est consommé dans tous les ménages burundais. Donc, on peut retrouver dans une assiette dans Burundi. Donc, on peut retrouver que sur 100%, 90% vraiment, on le trouve dans leur assiette, le haricot. Donc, pour vous dire que vraiment, il est ancré dans les habitudes alimentaires des Burundais. Quels sont ses avantages nutritionnels? Et il est riche en protéines, il est pauvre en graisse et il est vraiment riche aussi en acides gras et essentiels. Et également, sa génétique lui permet de s'adapter à de nombreux milieux. C'est ce qui a d'ailleurs poussé à dire qu'il peut être cultivé à plusieurs endroits. Malheureusement, on constate que la variabilité climatique qui s'observe à travers une sécheresse prolongée ou par une pluviométrie intense font que il y a une perte, il y a une chute considérable de production agricole. La production agricole ne permet pas de satisfaire les besoins alimentaires des Burundais, dont cette préoccupation que certaines organisations qui accompagnent les agriculteurs ont à pouvoir accompagner les producteurs à augmenter la production, non seulement la production, mais aussi la productivité, en s'appuyant sur les leviers les plus importants, en l'occurrence les variétés qui sont plus résilientes au changement climatique. Pour accompagner les producteurs et productrices qui ne parviennent pas à trouver des variétés adaptées aux conditions climatiques, INADES Formation a démarré une étude participative auprès de 45 exploitations. Comment tester quelles espèces sont les plus résilientes? Pour chaque région, nous nous sommes fixés un objectif d'avoir au moins 10 variétés supplémentaires adaptées au changement climatique. Et en termes de rendement, nous nous sommes fixés qu'il faut quand même qu'il y ait un accroissement de rendement d'au moins 20%. Alors, pour ce projet, vous avez du coup procédé à une collecte de près de 200 variétés. Est-ce qu'il y a déjà des résultats? 180 variétés ont été testées et on a fait une évaluation participative pour que on puisse avoir vraiment de la part des producteurs qui ont suivi de près ces variétés, celles qu'ils considèrent comme les mieux adaptées au changement climatique.
chaque producteur a classé ces variétés. Il a vraiment identifié au moins trois variétés qui sont mieux résilientes au changement climatique. Nous attendons la fin de la 3e saison. On va faire une évaluation participative. Alors, c'est la 2e étape. La 3e étape, les variétés qui auront vraiment montré une performance en matière de résilience au changement climatique, nous allons organiser, je dirais, une séance de dégustation. Si vous parlez de dégustation, c'est qu'il faut aussi que les cultures sélectionnées plaisent en bouche aux consommateurs. Pourquoi c'est important le goût quand on parle des vivres de souveraineté? Parce que, en plus des caractères agronomiques, il faut que pour qu'une variété soit acceptée ou acceptable dans la société, il faut quand même qu'elle remplisse des conditions organoleptiques très appréciables. Donc, bientôt, on va organiser une séance de dégustation et les variétés qui auront montré des caractères agronomiques intéressants en matière de résilience climatique et qui présentent vraiment de bons goûts, alors seront multipliés. On va éduquer les producteurs à mieux conserver leur production, mais comme c'est un peu compliqué, on a voulu aussi faire promouvoir les banques de semences communautaires. L'idée, c'est que pour les producteurs qui veulent multiplier des semences, des variétés qu'ils ont préférées, ils peuvent les tirer, ils peuvent les multiplier comme ils le veulent, mais tout en laissant une certaine quantité pour préserver le germoplasme. Mais il ne faut pas que, après 5 ans par exemple, ou après 10 ans, qu'ils ne viennent pas dire « Oh là là, finalement, la variété était intéressante, mais je n'ai plus cette variété. » Alors qu'ils en avaient déjà. Comment inviter les agriculteurs à revenir vers ce type de culture alors qu'ils les avaient peut-être déjà abandonnés? Il fallait d'abord cibler les vivres en question, parce que comme il y a une gamme importante, mais on a essayé de faire une priorisation depuis 2017 en commençant par 5, notamment le fonio, le mil, le haricot, le niébé si vous voulez, et puis aussi le sorgho et au niveau de production animale, le poulet local. Donc c'est 5 vivres qui avaient été ciblés et pour lesquels il fallait d'abord identifier les quelques rares paysans producteurs qui sont encore dans ces filières. Voilà, parce que ça dépend aussi du contexte quand même des pays et tout ça, dans les différents pays. Donc, il fallait les identifier et les accompagner à différents niveaux, notamment travailler avec ces groupes pour rendre disponibles les semences. Les semences d'abord, ça c'est vraiment le premier élément sur lequel on a travaillé, rendre disponibles les semences. Également travailler sur les questions de commercialisation. Parce que ce sont des produits qui, quand c'est disponible, les populations aiment ça. Malheureusement, ce n'est pas disponible. Donc, les gens n'ont pas de choix. Ils se tournent vers le riz ou bien le blé ou bien tout ça. Donc, il fallait faire en sorte que, quand c'est disponible, il y a de l'espace, il y a de marché, en fait, qui existe. Mais sauf que ce n'est pas produit. Il y a dépendance vis-à-vis des importations du riz de partout. Vous voyez, on importe du riz de la Chine, du Vietnam, tout ça. Bon, c'est vrai que ça peut gérer la question de la sécurité alimentaire, mais il n'y a pas la souveraineté. Il n'y a pas la souveraineté du tout. La sécurité peut être réglée, mais la souveraineté n'est pas réglée. Donc ça, c'est très important. Et comme on dit, il y a toute une chaîne de valeur autour. Cette filière, il y a toute une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur qui peut donner de l'emploi, où les femmes, surtout notamment les femmes, même l'entrepreneuriat, généralement, c'est aux mains des femmes. Ces cultures, comme on dit, ces cultures abandonnées. Parce que les hommes sont plutôt dans la culture industrielle, là, où ce qui rapporte beaucoup plus d'argent. Mais cette culture-là, la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont là-dedans. Et donc, elles développent des petits des initiatives d'entrepreneuriat autour, notamment, voilà, donc, sur la transformation du mil, du sorgho, du fonio. Ce sont les femmes qui portent ça. Et faire la farine, et même les mets. Il y a des mets associés, ce sont les femmes qui sont également. Donc, pour nous, vraiment, il faut préserver la diversité dans les assiettes. Voilà. En fait, au final, c'est ça.
Il faut la baisser dans nos assiettes. Merci à nos deux invités, Alphonse Kouamé et Audace Ndikoumana, pour leurs explications. On l'a entendu, la disponibilité des variétés, c'est un enjeu de taille pour remettre au goût du jour ces vivres de souveraineté. Mais pour que ces produits retrouvent leur place dans nos assiettes, encore faut-il qu'ils soient aussi présents dans nos imaginaires. Et c'est justement le défi que relève notre prochaine invitée, Aïssetou, d'Inades Formation, pour un focus sur une petite graine pleine d'avenir, le fonio. Dans ce prochain épisode, elle nous racontera comment elle sensibilise les consommateurs pour que les vivres de souveraineté soient à la portée de toutes les bouches. À très bientôt dans Grain de sel, le podcast qui explore les chemins de la souveraineté alimentaire. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et nous voilà que godo. Ce podcast a été réalisé par Interréseau en partenariat avec Inades Formation et avec le soutien de l'Agence française de développement. Musique originale de l'artiste togolais Winabé et son titre Mokpokpo. Création sonore Julio Arcalafanti. Retrouvez-nous sur www.inter-réseau.org pour écouter notre série complète et n'hésitez pas à nous écrire pour poursuivre la réflexion. Oh, mon âme,